Aujourd'hui, je m'en vais faire une nuit blanche à Winnipeg, au Manitoba. On dit une nuit caucasienne. Quoi? Exactement. Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. À Winnipeg, au Manitoba, on retrouve plus d'une centaine d'artistes visuels francophones qui utilisent différents médiums. La peinture, la sculpture sur bois, sur métal. Sur bison. Ces artistes ont un lien avec le quartier francophone de la ville, Saint-Boniface. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Saint-Boniface dans l'œuvre de Gabriel Roy. Qui est né là, hein? Merci, Vincent. Elle est née là. Oui. Qui est né là. Elle est née là. Évidemment, le Saint-Boniface d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de l'auteur. Il est artistique et bouillonnant. Ça bouille à combien, une ville? Et c'est en grande partie grâce aux artistes et à la Maison des artistes visuels francophones qui les aident à se former et se professionnaliser depuis 15 ans. Maintenant, la réputation de ces artistes dépasse les frontières du Manitoba. 110. Ça bouille à 110, une ville. Ah. Je m'en vais à la Maison des artistes visuels francophones de Saint-Boniface, qui est un lieu rassembleur. La Maison des artistes pour les artistes de la communauté, c'est un peu comme une pyramide pour des archéologues, un peu comme une bibliothèque pour des auteurs, comme une statue pour des pigeons. C'est là où tout le monde s'en va. Bon, je suis pas artiste visuel, mais j'ai bien hâte de voir ce qu'ils ont à proposer. Alors, on a les trois couleurs primaires et du blanc. D'accord. On va pouvoir mélanger toutes les couleurs que tu peux imaginer. Je vais donner un peu de pouvoir pour commencer. Ah, j'aime ça. On commence Bon. grand. Donc, ces toiles-là ont été commencées hier, quand je faisais un atelier pour le Conseil jeunesse provincial. OK. Donc, Qui était un atelier avec des enfants à ce moment-là? Oui, c'était un atelier qui était présenté aux élèves de niveau secondaire, d'immersion et francophone. C'était vraiment pour leur donner un petit avant-goût de ce qui était possible pour eux, si ça leur tentait de développer leur talent en peinture. Alors... Pour vrai, on y va avec un pinceau gros de même? Oh ouais! Oui, OK. Je niaise pas, veux-tu échanger? J'ai vraiment l'impression que je vais juste faire... Bon, ben, je vais te montrer ce qu'on fait de toute façon. Oui. On fait un travail atmosphérique. C'est un grand ciel, c'est un paysage ouvert. Oui. On cherche à créer l'atmosphère plus que quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc, faites-en pas. C'est ma spécialité, ça, créer des œuvres qui ressemblent peut-être à quelque chose. Ben, on va oublier ça aujourd'hui. Stéphane, il est plein de talent, mais l'art visuel, c'est pas pour lui. Vous rappelez-vous, au début des protéines, il a voulu designer les premiers posters des protéines. Oh mon Dieu! Puis lui, il est certain que c'est cool et ses designs. Oui, oui. Il est pas bon en art visuel. Non, il a pas l'œil pour ça. Il Et est là super là. talentueux, mais il a pas l'œil pour J'ai ça. vraiment l'impression qu'il va le prouver en plus. On est en ce moment à la Maison des artistes visuels. Dominique, tu as été la première directrice artistique de la bâtisse. C'est quoi l'élément le plus important de la mission artistique pour toi? Alors, le début de la Maison des artistes, c'était vraiment un groupe d'artistes qui voulaient se créer un espace puis faire la vente de leurs œuvres et faire des expositions. Et avec le temps, cette vision a changé, a évolué. Les artistes auparavant, comme moi je l'étais, on se faisait un peu comme... On rentrait tout de suite dans la communauté anglophone parce que c'est ce qu'il y avait. Voilà d'où est venu, je pense, ce désir des artistes visuels, eux aussi, de se rassembler, de se connaître davantage. J'ai parlé du côté commercial, mais au noyau, c'était vraiment de pouvoir être assis dans le même espace puis de partager ses expériences, mais aussi de bâtir sur une vision commune puis faire quelque chose de plus grand. Là, j'aurais le goût de faire une folie. Vas-y. Je sais pas si tu vas me suivre là-dessus. Je te dis pas que je vais faire la même chose, mais je t'encourage. Émilie, toi, tu as bénéficié, en fait, du support de la Maison des artistes ici. Beaucoup. C'est du mentorat qui m'a été vraiment bénéfique, non seulement pour travailler mes expositions, pour commencer à en monter ici, mais aussi pour développer un côté plus médiation culturelle à ce que je fais. Donc, à venir rejoindre le public, à faire mes propres initiatives et puis à savoir comment réseauter dans ce milieu-là. En art visuel, c'est déjà une pratique très solitaire. Puis c'est la nature de la chose, mais ça ne nous aide pas dans nos carrières, ça ne nous aide pas dans nos démarches. Puis la Maison des artistes a offert un espace francophone
pour des artistes visuels en art contemporain de se retrouver, d'expérimenter, de grandir ensemble. Pourquoi tu donnes des ateliers? J'ai toujours eu la passion de partager cet amour de l'art que j'ai, puis de voir que les jeunes commencent à s'y intéresser, qu'ils veulent en apprendre plus. C'est vraiment un passage de savoir qui est important. Puis c'est stimulant de voir leurs idées, qu'est-ce qui les branche eux. Puis nécessairement, quand les jeunes voient une artiste francophone qui travaille dans son milieu, ils voient que c'est possible. Vous allez participer à la Nuit blanche. C'est un événement important pour les arts visuels ici dans la région. C'est quoi le trip d'un artiste de vouloir participer à un projet comme ça? Je pense que c'est d'apporter nos œuvres à un plus grand public. Des gens qui, ordinairement, ne rentreraient pas dans une galerie, dans un centre d'artistes, qui se sentent pas chez eux dans cet environnement-là, mais soudainement, sous le prétexte de la Nuit blanche, ils vont rentrer dans la galerie, ils vont vouloir participer à une œuvre éphémère qui existe dans la rue. Je pense que le mérite aussi de cet événement, c'est de juste rendre quotidien l'art actuel, puis de dire, oui, en fait, c'est pour tout le monde, c'est pas quelque chose d'élitiste. Êtes-vous déjà allé à un vernissage? Oui. Oui, mais c'était mon oncle qui refaisait son patio. C'était pas bien excitant. J'en ai quand même acheté 2, là. C'est important, ça, l'idée que l'art, ça appartient à tout le monde. Absolument. Ouais. Quand on dit, par exemple, que l'art peut être élitiste, ça serait quoi la cause de ça? Je pense que dans n'importe quel domaine du monde, il y a évidemment un discours, un langage qui se fait autour de ce domaine-là. Puis les gens peuvent peut-être se sentir moins à l'aise avec ce discours-là. Ils se sentent comme s'ils doivent le connaître pour pouvoir interagir avec l'œuvre. Mais la plupart des artistes ne sont pas en train de se servir de mots dans leur pratique. Alors c'est vraiment une expérience émotive, psychologique, un échange qu'ils souhaitent avoir avec le public qui n'a pas besoin d'être exprimé par des mots. Puis c'est peut-être quelque chose de très tranquille, mais si ça peut avoir un effet sur la vie de quelqu'un, bien c'est comme le plus grand souhait, je pense, de l'artiste. Quand les gens viennent me dire « je regarde les ciels d'une façon différente depuis que j'ai vu ton travail. Je regarde la vie différemment, je remarque qu'est-ce qu'auparavant j'aurais pas vu nécessairement. » C'est vraiment émouvant que notre expérience personnelle de ce qui nous a émus, nous, peut émouvoir les autres. On s'en va rencontrer Michel Saint-Hilaire, qui est un peintre qui fait des petits tableaux, mais aussi des murales. Ça, c'est comme si tu engageais un contracteur qui était autant capable de construire des sheds qu'un édifice de 18 étages. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, Michel, là, on s'en va voir la dernière murale que tu as fait. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est les gens qui t'approchent pour dire on aimerait ça que Michel Saint-Hilaire vienne signer une murale chez nous, ou c'est toi qui les approches avec une idée? Bien, celle-ci, c'est au Centre Forum Art. OK. Et puis, c'est dans leur stationnement. Alors, j'ai choisi le thème. Je voulais juste créer quelque chose que moi, j'aime aussi. Et c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé, de peinturer les yeux ou de dessiner les yeux. Alors, j'ai pensé d'utiliser les yeux comme thème. Une œuvre comme ça peut durer combien de temps? Bien, habituellement de 10 ans ou plus. Okay. Mais il y a des fois, ça dépend des surfaces. Et puis, y a-t-il de l'humidité, l'eau bord et tout ça? Donc, on accepte que l'art visuel soit éphémère dans ce sens-là. Ça a l'air de quoi la vie d'un artiste visuel à Winnipeg? Bien, ça dépend, mais habituellement, il y a beaucoup de chapeaux à porter. Alors, je suis instructeur, je fais des tattoos, je fais les murales et les beaux-arts. Alors, il y a toutes sortes de choses que je fais pour payer mes factures. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le tatou, c'est quand même ça l'avantage de peinturer sur du béton. Il chiale pas, lui. Tu peux le peinturer au tatou. C'est moi qui chiale. C'est toi qui chiale. C'est quoi la force de l'art mural? Pour moi, c'est la magie du pinceau et l'illustration
que je veux partager avec tous les gens. C'est un peu comme un musée qui est tout le temps ouvert pour le public. Je prends des thèmes habituellement universels. Alors, je pense que c'est comme une chanson que tout le monde peut l'écouter et ils prennent quelque chose de ça. Michel et moi, on s'en va à ArtSpace, qui est le carrefour vraiment des artistes visuels ici à Winnipeg. Est-ce que tu as texté Émilie? Oui. Parfait, elle va être là pour nous rejoindre. On va pouvoir discuter avec Éric Plamondon, qui est le directeur du centre. C'est quoi ArtSpace exactement? Bien, le nom le dit, c'est un espace pour l'art, mais c'est une maison de la culture qui accueille l'art visuel et littéraire comme fondation dans les années 80, mais depuis, on a tout médium. On a des chambres noires, on a des centres de production, on a 3 galeries, on a un peu de tout. Donc, si tu cherches quelque chose d'artistique, comme expérience, mais aussi comme création, des chansons que tu vas te retrouver à ArtSpace éventuellement. Donc, il y a autant des espaces où les artistes peuvent créer que des espaces où le public peut aller voir ce qui se fait. Justement. Quand on t'a demandé de reprendre ici la direction de ArtSpace, c'était quoi ton principal mandat? Je pense que ça a toujours été le même mandat ArtSpace. ArtSpace est né d'un vouloir de redonner une pertinence au quartier par l'entremise des artistes. Et donc, même 30 ans plus tard, le défi est pareil. On veut que les artistes se sentent chez eux ici. Pourquoi je donne la valeur à des maisons de la culture comme ArtSpace, c'est que les professionnels du secteur financier ou avocats se rencontrent tous dans un édifice, dans un quartier. Chez les professionnels comme artistes, il y a une importance à se rejoindre aussi, à se motiver, à se côtoyer, pour se pousser, pour s'avancer. Donc, il y a une importance dans ça, puis qu'on ne fait pas tout de l'art dans le sous-sol de nos parents, parce qu'il n'y a rien de mal avec ça. Oui, les connexions se font, puis on peut avancer dans des domaines qu'on n'aurait pas pensé nécessairement. Exact. Puis juste des petites invitations. Puis il y a ça ouvre les horizons, je pense. Puis il y a une force esthétique que je dirais à Winnipeg qui est définie justement par le fait qu'on traverse d'un médium à l'autre, qu'on est invité à interagir avec différents types d'artistes. Émilie va faire partie d'un projet Premier Pinceau, où on mélange écrivain et art visuel. Je pense que Michel en a participé à quelques reprises. 2-3 années. Yeah. Puis sur cette pousse à se concevoir, c'est comme, ah, OK, comment est-ce que je traverse, puis comment est-ce que je transige avec, puis comment est-ce qu'il y a encore quelque chose qui a encore plus de valeur, plus de profondeur à ce qu'on fait. Tu as parlé des deux côtés de la rivière. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de ponts entre les deux rives aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir avant? Bien, comme cycliste, j'en prendrais d'autres ponts. Mais comme artiste? Je sais pas. Moi, je travaille autant à Saint-Boniface que je travaille dans l'Exchange. Mais là, j'ai l'avantage d'être situé dans les deux. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je veux croire que oui, les portes sont ouvertes des deux bords. On est tous d'un côté à l'autre. Moi, j'habite du côté anglophone. J'envoie ma fille dans une école d'immersion, puis je vais à Saint-Boniface pour faire des activités en français. C'est des vies qui sont pas simples. Mais ils sont riches. Mais en tant qu'artiste, est-ce que tu te décrirais comme une artiste francophone, par exemple? Oui, puis les organismes anglophones dont je fais partie aussi, comme MAWA, Mentoring Artists for Women's Art, ils sont toujours en train de me contacter pour faire les liens, justement. Ils me disent, bon, on fait une activité qui va être bilingue, pourrais-tu diffuser à la communauté, pourrais-tu trouver des amis, des partenariats? Puis ça me fait plaisir de faire ça. De ton côté, Michel, tu étais autodidacte au début, ensuite tu es allé te spécialiser. Est-ce que ça a eu une influence ça, sur, par exemple, l'artiste que tu es, ton identité d'artiste? J'ai des liens avec les anglophones, les francophones. Pour moi, la peinture, c'est universel. Ça me fait rien que c'est quoi la langue. Mais j'ai beaucoup de support sur chaque bord, sur chaque côté. Et ça fait longtemps que je travaille avec les deux. C'est quoi tes rêves, toi, pour ArtSpace? À part réparer toutes les fenêtres. Bien, c'est toujours ça un peu qu'on se fait souvent ramener à la base de comment est-ce qu'on protège nos structures. Pour moi, c'est encore de transformer les édifices, comme tranquillement, on est en train de changer
des vestibules, on est en train de changer les escaliers pour voir la présence de l'art. Puis je dis souvent, je veux voir les cicatrices du processus d'art aussi. Je veux pas que ça soit propre comme un bureau de chiro, pas que j'ai rien contre les bureaux de chiro, mais je veux voir les cicatrices du processus de création. Puis ça, je pense qu'on peut le pousser encore plus loin ici. Éric, j'aimerais en fait pouvoir profiter de ton œil critique pour que tu puisses me décrire une œuvre et j'aimerais ça en fait que tu puisses en faire une évaluation sincère d'un point de vue artistique. Je dirais que c'est un peu daté, donc il y a une belle touche vintage nostalgique. On ne sait pas nécessairement à quelle époque c'était créé. Écoute, j'ai l'impression que c'est un individu qui en fait a vécu un drame dans sa vie. Et on passe à travers les différentes étapes de sa rémission. Donc, qui essaie de sortir de cette situation, mais ne trouve pas l'issue de sortie finalement. Exactement. Je suis pas trop sûr cette partie-là ici, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas mal la section, ça vient à la fin, c'est vraiment la section de responsabilité, parce qu'on est responsable chacun de notre propre sort. C'est là où l'artiste est politique en tant que tel. Moi, je pense que sa théorie, c'est qu'il existe toujours des flèches que tu peux suivre. C'est des guides spirituels, humains. C'est bien dit, puis à chaque amateur d'art, son interprétation. Donc, je t'encourage à croire à ton interprétation. On jumelle un écrivain à un artiste visuel et ensemble, en l'espace de 6 minutes, créer une œuvre originale qui va combiner texte et images. Alors, vous êtes prêts? Go! Émilie, on dit souvent aux artistes de prendre son temps pour créer l'œuvre qu'on veut. C'est quoi faire une compétition comme ça où tu as juste 2 minutes? Bien, tu prends ces 2 minutes-là. Tu le prends ton temps, mais tu n'en as pas beaucoup. Donc, la première idée, c'est la bonne. Tu y vas, tu développes, et puis l'idée, c'est vraiment pas de faire une œuvre qui est fignolée puis polie, mais de ressortir un concept, une émotion, quelque chose qui va évoquer quelque chose. Une cascade de notes sur l'échelle, ici, chaque note. Une cloche désincarnée qui brille comme un arc-en-ciel. Lise, on vient de vous voir performer. Félicitations. Merci. Ça fait longtemps que vous participez à des activités comme ça? Je pense que je suis venue tous les ans depuis que ça a commencé. Charles Leblanc disait que ça faisait 15 ans. Alors, ça fait 4, 5, 6 fois que je participe comme écrivaine, là. C'est quoi le grand plaisir pour une écrivaine comme ça de se faire donner une pression de temps? Quand l'inspiration vient, c'est vraiment chouette. Des fois, ça bloque. Comme je dois avouer que le thème de la télévision, là, j'étais comme... Aucune idée ne me venait en tête. Bien, je me suis laissée inspirer par l'image. L'image t'inspire plus que le thème qui est dit? Dans ce cas-là, j'ai dit, OK, on va suivre Émilie. Elle a fait un joli dessin, alors je me suis laissée inspirer par ça. Tadens, moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que les 3 artistes visuels avaient des styles complètement différents. Toi, c'est quoi ton background? Moi, normalement, je me spécialise plus sur la bande dessinée, l'illustration. Je préfère le ligne simple, comme le style franco-belge, Hergé, Goscinny, tout ça. Et donc, moi, ça m'aide souvent, surtout avec des activités qui nécessitent d'être rapide. Je trouve que je suis plus à l'aise. Est-ce que c'est déjà arrivé dans d'autres années où est-ce que, par exemple, l'auteur devait écrire avant que le dessinateur fasse son travail? À ma connaissance, c'est toujours le même format. L'image On d'avant. laisse les artistes visuels, ils occupent la page blanche et ensuite, nous, on vient s'insérer là-dedans. C'est un travail d'abord de collaboration. Non seulement il fallait laisser l'espace pour l'écrivain, mais au cours du processus, je devais aussi voir comment l'aider à compléter sa pensée. L'objectif, c'est de travailler en union, donc les images, tout comme les œuvres, doivent marcher à l'unisson.
comme... Ça t'inspire, ça? Ben oui, tu sais, le spirit animal, là, l'esprit animal, j'aime ça. Y a-tu toujours eu autant de monde ici à Nuit Blanche? Il y a eu une belle croissance dans les dernières années. Ça s'est amplifié à chaque fois, puis maintenant, c'est devenu plein de monde, là. C'est fou! C'est quoi ton plus beau souvenir de la soirée, toi? Mais là, courir dans une roue de hamster, là, c'est assez imbattable. On a vu des œuvres qui étaient plus différentes, des œuvres contemporaines, peut-être des œuvres qu'on verrait moins normalement. Est-ce que l'atmosphère de la Nuit Blanche fait en sorte que ces œuvres-là passent mieux? Oui, c'est tellement festif que là, on n'est plus dans la peur de l'inconnu. On se laisse aller à participer, puis l'aspect participatif, ça met vraiment le monde dans l'esprit d'exploration, de la nouveauté. Aussitôt qu'on approche l'art visuel d'une façon festive, d'une façon démocratique, tout le monde y gagne. C'était une belle soirée folle. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir fait découvrir ça. Honnêtement, c'est malade. Merci d'avoir été game, c'était vraiment le fun. Oui. Moi, je pense que ce que l'artiste a voulu faire, en fait, c'est de symboliser le danger qui était imminent, qui est sur la peau de cet individu-là, tu sais. Les lignes épurées, la qualité du matériel, le vécu de cette œuvre publique. On sent que c'est pas la première œuvre de l'artiste. Il y en a une autre et... C'est sûrement une série.